En 2012, la santé était la deuxième préoccupation des Français, après le chômage, selon un sondage TNS-Sofres. Parce que nous pouvons tous être concernés, tôt ou tard, par des problèmes de santé, l'accès aux soins doit être le même pour tous, qu'on habite à la campagne ou en ville. Malheureusement, notre système de santé n'est pas épargné par la crise. Manque de médecins dans les campagnes, difficulté des hôpitaux en milieu rural pour recruter des praticiens, manque de spécialistes dans les villes, c'est une réalité aujourd'hui connue sous le nom de désertification médicale. Des professionnels de la santé abordent le sujet et en analysent les causes, les impacts et les solutions. Eh bien, son nom l'indique bien, désertification médicale, ça veut dire que la population n'a pas les soins qu'elle a en droit d'attendre. La définir, c'est quand l'offre de services qu'on est censé pouvoir donner à tout patient sur un territoire où tout devrait être accessible n'est pas réalisable. La désertification, j'allais dire médico-sociale, sociale d'ailleurs, c'est tout simplement la réduction du nombre d'habitants au kilomètre carré qui ne permettent plus de maintenir un certain nombre de services publics ou privés ou libéraux parce qu'il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez de patients ou il n'y a pas assez ou il y a trop de kilomètres à faire pour les bien servir. Il faut dire que quand on parle de désertification médicale, il faudrait parler de désertification tout court. Quand on enlève des postes des écoles, on veut mettre après des médecins. Il y a quand même une logique qui n'est pas tellement respectée. Les médecins, ils ne fuient pas la campagne, ils ne la connaissent pas déjà. Donc l'affaire, elle est réglée déjà de ce point de vue-là. Ensuite, ils sont formatés à la fac en étant bien encadrés. T'es le petit externe, t'obéis à ton interne. T'es le petit interne, t'obéis à ton chef de clinique. T'es le chef de clinique, t'obéis au patron. Donc il y a toujours quelqu'un pour te garantir le truc. En plus, tout est en place. Bon, si tu es interne, après tout, tu es déjà docteur, ça va bien, tu as la notoriété, tu as une paye suffisamment correcte. Pourquoi s'emmerder à créer des structures avec les difficultés que ça a quand on est en privé, parce qu'on gère une petite entreprise qui est un cabinet médical, et puis avec des contraintes qui sont doubles chez le médecin, puisqu'on a des contraintes de par l'ordre des médecins et de par la loi aussi. Il y a un défaut d'accompagnement en fait, sur le plan général. Ce problème, avant, il était mieux couvert. Il était mieux couvert parce qu'on avait autant de médecins sur le territoire, mais on avait beaucoup moins de choses à faire. Et la demande médicale était moindre, tout simplement parce que les gens se soignaient quand ils pouvaient, quand ils y pensaient. Les patients n'ont pas vraiment conscience de l'enjeu. Quand ils ont ce qu'il faut pour être soignés, ça va. Quand ils n'ont pas, on a une espèce de résignation. En ce moment, là, tout le monde se résigne un peu. Il y a du chômage, il y a du chômage. Bon, on ne gagne pas beaucoup d'argent, on va se débrouiller comme on peut. Il n'y a pas de solution, puisqu'ils nous le disent là où il n'y a pas de solution. Normalement, les médecins devraient faire tout ce qu'ils sont capables de faire, ce qui n'est pas le cas. Ce qui explique la surcharge des services d'urgence, des hostos, etc. et tout, parce qu'on leur envoie tout et rien. Envoyer une suture à l'hôpital, c'est déraisonnable possible. Envoyer faire une échographie, parce qu'on a un doute sur une cholécystite, alors que si on avait un échographe, on a juste à le passer, on voit que c'est une cholécystite, on n'a plus qu'à faire du direct sur le chirurgien, c'est impossible. Détecter un nodule thyroïdien, c'est tout simple à l'écho. Donc ces choses-là, on devrait pouvoir les faire. Si vous voulez, nous, c'était un sacerdoce avant d'être médecin généraliste. On était réveillés, on était 24 heures sur 24 de garde, 365 jours sur 365 jours. C'est vrai que maintenant, ça a changé. Le temps de travail global des nouveaux médecins diminue, en tout cas le temps consacré à la médecine. On a des médecins qui vont faire d'autres choses, qui vont faire de l'administratif et qui surtout ne veulent plus avoir un étalement de leurs horaires aussi important. Les jeunes maintenant veulent évidemment un confort de vie et ils ne veulent pas faire les sacrifices qu'ont fait les générations précédentes. On va avoir des femmes qui vont vouloir travailler de façon différente, sans doute pas à plein temps. Et puis même nos collègues hommes, souvent ont des femmes qui font aussi une carrière et qui ne veulent plus travailler de façon aussi importante. Ils ne veulent pas s'éloigner non plus de lieux où ils peuvent mettre leurs enfants à l'école et avoir des loisirs, donc ça complique un peu les choses. Pendant des années, on a développé les plateaux techniques, l'hôpital, nos étudiants sont formés à l'hôpital et l'idée d'aller travailler en campagne, loin de plateaux techniques, de spécialistes de deuxième recours, les inquiète un peu. Après, il y a tout ce qui est conditions de vie personnelles. Il y a une vraie évolution chez nos jeunes internes avec une recherche de qualité de vie
le fait que la profession s'est féminisée et que donc les conjoints sont des hommes qui ont aussi une carrière à mener. Donc c'est peut-être moins facile d'aller s'installer dans des zones rurales où on n'a pas accès de la même façon comme en ville à ce que le conjoint puisse travailler, à ce que les enfants soient scolarisés facilement, à ce que les loisirs soient organisés facilement. Il y a d'autres. Ma nouvelle associée qui est là, c'est une jeune femme qui sort de l'hôpital, qui est toute heureuse de venir s'installer, mais qui a eu une peur comme toute de s'installer parce qu'elle est allée dans plusieurs maisons médicales, dans plusieurs structures qu'on lui a proposées, mais elle n'a pas senti l'accueil, la garantie de succès. Elle avait besoin d'être un petit peu entourée, d'être un petit peu soutenue. Quand on voit aussi que le simple accès à un médecin dans certaines zones de France est difficile, c'est-à-dire que des gens sont malades. Moi, je vois des gens, par exemple, dans des zones désertiques qui sont coronariens, qui voient leur médecin tous les 4 mois. 4 mois sans suivi, sans contrôle, alors que c'est des gens qui sont quand même sur le feu. Et on considère que c'est normal parce qu'ils essaient, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent pas... ils ont des contraintes personnelles ou d'âge ou d'infirmité qui fait qu'ils n'ont pas accès. Donc ça, c'est un gros problème. C'est à la société de s'organiser, c'est pas forcément aux citoyens handicapés ou malades à faire des kilomètres à n'en plus pouvoir pour pouvoir voir un médecin à 40 km et puis le pharmacien à 60 km dans l'autre sens. On a voulu faire des économies et aujourd'hui ça nous coûte énormément cher et ça va nous coûter très cher. Mais ça nous coûtera beaucoup moins cher d'investir dans une problématique de santé justement répartie que le coût de ceux qui ne peuvent plus avoir accès aux soins. Je veux dire, le coût des conséquences du non-accès aux soins de ceux qui ne peuvent plus faire les kilomètres, qui ne peuvent plus payer les accès, qui ne disposent plus des pharmacies nécessaires et qui finalement arrêtent de se soigner. Quand ils seront malades, ça va nous coûter très cher, parce qu'il faudra les prendre en charge totalement. La même problématique d'ailleurs se pose pour le non-accès aux soins d'un certain nombre de tranches de population. Quand on sait qu'aujourd'hui un étudiant sur 3 n'arrive pas à se soigner assez vite et qu'il attend d'être complètement malade pour commencer à se soigner, ça va nous coûter les yeux de la tête quand il aura 30 ans et qu'il faudra prendre en charge une fonction complémentaire. Donc vous avez des gens qui arrivent à ne pas se soigner uniquement pour ces problèmes d'accessibilité, pour ces problèmes de bilan qui ne sont pas faits sur place, etc. Parce qu'avec les problèmes de société qu'on a actuellement, il y a à peu près 20% de la clientèle qui refuse de se déplacer. Parce qu'en consultation, on n'est plus remboursé quand on est en taxi, bien sûr. Donc ils n'ont pas les moyens d'y aller. Et quand vous avez, comme à Étain, un transport matin et un transport soir, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'y allez pas toujours en stop. Il y a 9/10 des gens qui aboutiraient aux urgences qui seraient chez nous, tout simplement. On les soignerait. Ça leur éviterait de faire des kilomètres, ça leur éviterait aussi éventuellement de ne pas se soigner. Ce que j'aimerais qu'il évolue pour qu'on puisse repeupler nos campagnes. Je pense que l'exercice en milieu rural est très intéressant. Moi, j'ai pratiqué dans des campagnes dans le coin de Boulay quand j'étais jeune médecin. C'est très intéressant, mais c'est loin, c'est difficile, c'est beaucoup de travail. Donc je pense qu'il faut profiter de l'évolution de la médecine pour pouvoir restructurer la profession. D'abord, on peut imaginer maintenant de travailler à la campagne et d'avoir de la télémédecine, donc on n'est pas autant isolé. On peut imaginer travailler à la campagne et ne pas y habiter si la permanence des soins est bien organisée. Donc on peut imaginer un travail en médecine à temps partiel si on a une organisation collective. À Étain, actuellement, on est un pôle qui est recherché tout alentour. S'il y a beaucoup de gens qui viennent se soigner à Étain, c'est parce qu'à Étain, ils savent qu'ils vont trouver ce qu'il faut. Mais parce qu'il y a eu ce travail de coordination, du fait que les gens qui viennent, à chaque fois qu'ils s'installent, ça se passe bien, etc. Et c'est pas simple. Donc il faut absolument favoriser une meilleure connaissance du tissu rural ou des autres villes que les villes universitaires. Il faut leur faciliter l'hébergement et la vie familiale. Donc il faut avoir des plans d'aménagement du territoire qui intègrent aussi les conjoints qui maintenant souvent sont des hommes. Ce peut être également la mise en place de maisons pluridisciplinaires de santé dans les villages, dans les villages importants, mais qui vont être répartis de telle sorte que l'accès sera facilité pour les demandeurs
de soins. Nous préférions que dans les études elles-mêmes, ou pour faire partie d'une spécialisation dans les études, il y ait des stages effectivement qui soient proposés en ruralité. Il serait intéressant que pendant les scolarités médicales, pharmaceutiques, etc., bien sûr, toutes les professions de soins sont concernées, des stages soient accueillis dans les maisons de santé rurales de façon à leur montrer ce qu'est la ruralité. C'est pas forcément la ruralité de trous perdus où on trouve rien, non. Et puis la ruralité, c'est forcément pas à 6 heures de route. C'est quelquefois simplement une demi-heure, 3/4 d'heure de la grande ville. Qui nous envoie des étudiants en nous disant écoutez, on vous propose un stage. Moi, je prends des stages pour ma secrétaire, des stages de stagiaire secrétaire. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des stagiaires qui viendraient et qui se rendraient compte de la façon dont on travaille sur place? Il faut sélectionner les stagiaires pour que... Attends, c'est n'importe quoi. Et en développant l'enseignement de la médecine en libéral, l'enseignement qui va les emmener aussi en zone rurale, je pense qu'ils vont découvrir qu'il n'y a pas que la médecine hospitalière et que ce mode de vie peut être une vie très agréable et riche et accomplie. Il faut être force de proposition, il faut qu'on soit suivi par les élus et rapidement, parce que ça va devenir vraiment catastrophique. Premièrement, faire une carte pour répartir les médecins en fonction du nombre d'habitants. Revaloriser bien sûr la médecine générale, qu'il y ait des ponts entre les hôpitaux et les cabinets pluriprofessionnels, c'est-à-dire avec les professions médicales et paramédicales. Je crois qu'il faut qu'on envisage maintenant ce qu'on appelle la délégation de tâches ou le transfert de tâches en fonction des professionnels et avoir une vraie collaboration avec les autres professionnels de santé, soit des professions médicales comme les sages-femmes, pourquoi pas dans la prescription de contraception, soit dans des professions paramédicales comme les infirmières. Ça existe déjà dans d'autres pays d'Europe comme en Angleterre, des nurses de première ligne qui vont prendre en charge les patients pour des suivis de maladies chroniques. Commencer par prendre la tension, vérifier le carnet du diabétique, et puis après, pour ce qui sera plus technique, plus médical, nécessitant une expertise plus approfondie, ce sera le médecin qui fera le travail. Je crois qu'il faut revoir la répartition des tâches. Il y a des tas de choses à faire, évidemment les maisons médicales, c'est clair. Les jeunes ne veulent plus se retrouver tout seuls. C'est vrai que s'il y a un groupement à la fois pluriprofessionnel, mais à la fois des médicaux et des paramédicaux, je pense que ça sera important. Les médecins n'aiment pas les papiers, vous savez, quand il y a les l'URSSAF, la carte, dès qu'ils s'installent, il y a une montagne de papiers à faire où ils se représentent comme tels. Je pense qu'il faut les aider dans toutes ces démarches administratives et je pense que ça servira beaucoup à les inciter à s'installer. Les micro-labos, on devrait pouvoir les installer en ruralité, parce qu'il y a des kits qui permettent de faire les examens rapides et essentiels. Donc on pourrait faire du labo, on pourrait faire la chirurgie, enfin la chirurgie qui nous est accessible. On pourrait faire de l'écho, on pourrait faire de la cardio, on pourrait faire de la spiro. Enfin, il y a 9/10 des gens qui aboutiraient aux urgences qui seraient chez nous, tout simplement. On les soignerait. Ça leur éviterait de faire des kilomètres, ça leur éviterait aussi éventuellement de ne pas se soigner. Il faudrait rapprocher les médecins des pharmaciens. Je pense que de toute façon on a une synergie bien sûr d'action, ces professions de santé où on est vraiment en contact les premiers avec donc les résidents. Donc je pense que à partir du moment où il y a ce pôle, si vous voulez, c'est important. Les pharmaciens, eux, sont installés en fonction du nombre d'habitants. Je pense qu'il faudrait y venir pour les médecins, c'est-à-dire un médecin pour tant d'habitants. Ce qui ne veut pas dire pour ça qu'ils ne peuvent pas être groupés à 3 à 4, c'est-à-dire que ça représenterait tant de médecins pour un bassin de population de tant de personnes. Puis d'autre part, je pense qu'il y a beaucoup de remplaçants. Je pense qu'il faudrait inciter les remplaçants à s'installer et je pense qu'il faudrait limiter le nombre d'années de droit au remplacement. C'est-à-dire que les remplaçants, par exemple, au bout de 3 ans, seraient dans l'obligation de s'installer ou d'être collaborateurs d'un médecin. Je pense qu'il faut aussi revoir globalement la carrière de nos jeunes professionnels qui vont s'installer. Quand j'étais jeune médecin, on s'installait pour 40 ans au même endroit. Je crois que maintenant, il faut évoluer sur cette définition de la profession. On peut imaginer que les 10 premières années de sa vie, on va aller travailler à la campagne. Même si on a des enfants petits, le mode de garde peut être facilité. Et puis aller courir derrière les vaches et les poules quand on est petit et au primaire, c'est très bien. Et puis,
Quand les enfants vont grandir, on peut imaginer favoriser un retour vers un endroit plus facile pour scolariser les enfants et faire une deuxième partie de carrière, réintégrer la faculté, réintégrer la formation médicale continue, continuer à se former, commencer à réfléchir à l'idée d'encadrer les nouveaux qui vont arriver. Donc je crois qu'il faut imaginer des carrières qui ne soient plus d'un seul bloc sur 40 ans, mais par tranche, et dans ce cas-là, une mobilité par tranche. Donc les origines de l'association Big Band fait suite au rapport que j'ai présenté au Sénat. Étant donné que nous avons un cabinet de recrutement, donc on m'a plus ou moins soumis qu'il y avait un conflit d'intérêts en disant bah oui, vous parlez des problématiques des désertifications médicales, vous préconisez une coordination nationale de gestion des ressources humaines, et comme vous avez un cabinet de recrutement, donc c'est un peu vous prêchez pour votre paroisse, si je peux dire. Et donc, suite à cela, nous avons décidé, avec des amis professionnels de la santé, de monter une association qui s'appelle l'association Big Bang. Le but de l'association, c'est de lutter contre les désertifications médicales pour une proximité équitable des soins à tous. Donc en fait, une petite action que nous sommes en train de mener, qui est une concentration très forte de problématiques, et on espère, à l'image du Big Bang, que ce soit exponentiel, qu'on puisse toucher un maximum de gens et que des mesures soient mises en place. Il y a 3 façons de devenir membre. Première façon, tout simplement en adhérant à l'association. Deuxième façon de devenir membre, c'est en étant membre actif, c'est-à-dire participer bénévolement au sein de l'association par rapport à des actions qui peuvent être menées. Et troisième possibilité, nous avons mis en place ce que nous appelons les ambassadeurs. Alors, qu'est-ce que les ambassadeurs? Les ambassadeurs, ce sont, je vais dire, les personnes qui veulent représenter l'association partout en France, dans les départements, les régions, qui veulent porter nos projets de proximité, qui sont sensibilisés par ces problématiques de la santé. Le principe des ambassadeurs, c'est d'aller au-devant des populations, d'aller au-devant des élus, d'aller au-devant des personnes pour leur expliquer quelles sont les problématiques médicales en France. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions. Mais pour quelles raisons nous n'avons pas de médecins? Qu'est-ce que la désertification médicale? Donc le but, c'est d'aller vers ces personnes-là pour leur expliquer. Mais aussi, les actions qui sont menées par les ambassadeurs, c'est d'accompagner les mairies, les élus, les professionnels de la santé pour développer des actions sur le terrain pour lutter contre la désertification médicale. Notamment, développer des pôles de santé, développer les maisons des seniors, développer les maisons des assistantes maternelles, développer aussi la maison de la naissance. À savoir aussi un chiffre, 60% des femmes aujourd'hui qui ont une grossesse n'ont pas accès à des soins normaux, n'ont pas un suivi de grossesse normale. Donc je trouve que ça fait partie aussi des actions menées par les ambassadeurs. Troisième action qui est menée, la maison des seniors. Aujourd'hui, c'est important de développer ces maisons-là parce que plusieurs choses. Un, la population française est vieillissante. L'espérance de vie rallonge. Une nouvelle pathologie se développe. Pathologie plus lourde. Donc, il est important de développer ces maisons des seniors pour pouvoir accompagner les personnes âgées. L'avenir de l'association, c'est d'avoir un maximum, je vais dire, d'adhérents, de bénévoles, de représentativité sur le terrain pour que des mesures nationales soient prises, pour sensibiliser nos élus, nos politiques, pour sensibiliser également, je vais dire, tous les professionnels de la santé, tous les défenseurs, si on peut dire, que ce soit les syndicats de la santé. Donc, Zone Rurale à votre santé fait suite au rapport que j'ai présenté au Sénat et donc je rends accessible à tout le monde cette étude. Donc je parle de l'ensemble de ces problématiques. Quelles sont les problématiques, les causes, les conséquences à court terme, moyen terme, long terme, et dedans également les solutions proposées. Aujourd'hui, la santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de couleur, la santé n'a pas de religion, la santé n'a pas d'étiquette politique. Tout le monde est concerné par la santé. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon ouvrage « Zone rurale à votre santé ». Une spirale positive peut ainsi être créée, permettant la construction d'un avenir serein du secteur de la santé à long terme. Il est certain que la tâche est titanesque, mais l'enjeu est si important qu'il demande l'implication de tout le monde. Comme le rappelle Sylvain Blandin,
La santé concerne tout le monde, et elle est l'affaire de tous, car chacun est concerné ou le sera tôt ou tard, directement ou indirectement. N'attendons pas demain pour réagir, faisons-le de suite, en commençant aujourd'hui par des petits gestes de considération, en allant à la rencontre de l'autre, en prenant conscience des menaces qui planent sur notre avenir. La santé, c'est l'affaire de tout un chacun. La santé est un bien précieux et unique. Pensez à vous, à vos proches. Alors prenons soin de notre santé, elle prendra soin de nous. Nous avons démontré au fil de ce DVD que les solutions et des alternatives existent et peuvent être mises en place.